Bienvenue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, habituellement, vous avez tendance à voir Flavie et plutôt moi dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on a un peu échangé nos rôles et c'est moi qui co-animera ce Maestrix avec Victor. Donc, moi, c'est Shana. Et pareil que Flavie, je travaille dans la communication de Maestro. Et aujourd'hui, vous êtes ici pour un nouveau Maestrix. Et nos Maestrix, c'est les webinars 100% produits, gratuits et accessibles qui parlent de retour d'expérience, de conseils de la part de speakers, d'intervenants ou même d'experts du milieu des différentes disciplines liées aux produits. Et donc, avant de commencer à vous en dire un peu plus, oui, Flavie est quand même connectée avec vous. On a échangé les rôles. Maintenant, c'est elle qui sera dans les commentaires. Et donc, j'aimerais bien savoir qui se trouve avec nous. Est-ce que vous êtes product manager, product designer? Est-ce que vous faites partie des équipes de développement? Et du coup, vous allez peut-être pouvoir challenger un peu Victor sur ses réponses et sur nos questions. Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Beaucoup de PM. Développeur. Ah, quelqu'un qui sera là pour nous challenger. PO. Ah, PM et ex-dev. OK. Tech. OK, c'est un peu varié quand même. C'est pas mal. Beaucoup de ex-dev et de PM devenus ex-dev, enfin, qui étaient ex-dev. Alors, donc comme je vous ai dit, les Maestrix, ce sont les webinaires organisés par Maestro. Et Maestro, c'est une des écoles du campus Maria Schools, celle qui est dédiée aux produits et à la tech, et qui formait initialement au métier de product manager via un bootcamp intensif de 7 semaines. Mais à force de côtoyer un peu tous les experts du milieu, de l'écosystème, on a vu qu'il y avait énormément de disciplines qui étaient liées à cet univers et qui étaient tout aussi importantes à approfondir. Et c'est pour ça c'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu construire notre programme, enfin nos programmes, parce qu'on en a plusieurs. Donc comme je vous l'ai dit, on a le bootcamp PM intensif de 7 semaines, qui est aussi en version cours du soir et dans un format un peu plus court, en e-learning, à faire soi-même, à son rythme. On a la formation Tech pour PM qui initie un peu aux fondamentaux de la tech. Et dedans, notamment, on y parle de dette technique, de refactoring. C'est vraiment pour un peu se confronter à toute cette communication un peu technique et pour assurer une bonne communication avec ces équipes de dev qui est très importante quand on développe un produit. Et après, on a aussi, à côté de ça, une formation de no-code, design et une masterclass produit responsable. Donc, pour détailler un peu plus, je vous mets les dates des prochaines formations. Donc, concernant la formation PM full-time, ce sera le 7 novembre et celle en cours du soir le 21 novembre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et comme ça, je peux directement vous donner nos prochains rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre sur LinkedIn. On est très actifs et on parle énormément de nos actualités, que ce soit alumni, formation, intervenants. On partage de tout, vraiment, sur notre communauté et sur l'école. Donc, c'est super intéressant. En tout cas, moi, je le trouve. Et si jamais ce Maestrix vous intéresse et vous a plu, n'hésitez pas à nous retrouver sur Meetup. C'est là où on partage tous nos futurs événements à venir sur le produit, sur la tech, etc. Et pour plus d'informations sur les formations, ou même pour découvrir nos contenus gratuits ou nos articles, je vous laisse aller voir notre site internet joinmaestro.co. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des messages en commentaire ou par mail. On se fera un plaisir de répondre, que ce soit moi ou toute l'équipe Maestro. Donc maintenant, je pense que j'ai assez parlé de moi et de Maestro. Donc, je vais te laisser la parole, Victor. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu plus sur toi et ton parcours? Ouais, avec grand plaisir. Bon, déjà, merci pour l'accueil et l'invitation. Très content Merci à toi. d'être ici parmi vous. Alors, ouais, pour le dire rapidement, en fait, donc, je viens d'un profil ingé à la base. Et donc, du coup, j'ai commencé en tant que consultant donc pour le secteur public dans le conseil chez Bearing Point et avec quand même une appétence un peu sur les sujets techniques. Donc, on va dire tout ce qui était projet informatique, projet SI, et en essayant d'apporter une touche un peu de modernité dans tout ça avec un peu d'agilité, un peu de product management. Et donc, c'est là que je suis
beaucoup rentré dans ces sujets-là. J'ai fait différentes missions, différents jobs, mais en gros, on va dire les deux grands pôles, c'était un premier pôle vraiment très lié au delivery, à la construction d'applications, discovery delivery d'applications en mode agile à l'échelle et avec du product management. Et l'autre gros pôle, c'était vraiment lié à la transformation des organisations pour justement mettre du product management, mettre de l'agilité, avec donc des questions un peu différentes dans le deuxième cas, puisque ça va plutôt être comment je fais passer mon organisation d'un état A à un état B, quelle est la trajectoire, quels sont les points un peu d'attention à avoir, quoi. Et donc après 3 ans et demi, 4 ans dans le conseil, j'ai eu envie de changer un petit peu. Et donc là, je suis chez L'Oréal depuis un an, depuis septembre 2021. Et donc je travaille en tant que product manager dans une entité qui développe des applications métiers pour les employés de L'Oréal. Donc ça va être vraiment des applications cœur de métier pour différents métiers au sein du groupe. Ça peut être la recherche, ça peut être le marketing, ça peut être les opérations. Et donc on essaye d'avoir justement cette approche product management qui est puissante, qui est importante pour un groupe gros comme L'Oréal, quoi, et qui en même temps va un peu vous verser certaines habitudes, certaines manières de faire. Donc il y a je retrouve un peu ces deux enjeux, un peu de sortir des applications de qualité, et puis à côté aussi transformer les gens et puis les organisations, quoi. Ok, trop cool, trop intéressant. Et du coup, on va pouvoir commencer l'échange. Je vais arrêter le partage, comme ça, ce sera mieux de te voir en plus grand. Et donc, avant de commencer, je pense que ce serait bien même pour moi et pour tout le monde, je pense, d'un peu vulgariser les termes d'aide technique et refactoring qui parfois semblent un peu impressionnants au premier coup d'œil. Donc, est-ce que, Ouais, je pense que c'est une très bonne chose, effectivement. Alors du coup, je pense qu'il y a vraiment trois concepts qui sont clés ici. Le premier, donc, c'est le refactoring. Le deuxième, c'est la dette technique. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle une refonte ou les refontes. Donc c'est une sorte de traduction de refactoring en français, mais c'est un peu différent en termes de périmètre. Donc en gros, pour définir un peu ça, donc le refactoring, c'est le terme le plus consacré, je pense, dans la littérature. Notamment Martin Fowler a écrit un livre dessus, et voilà, c'est une notion assez retrouvée qui en gros renvoie à un truc assez simple, c'est faire changer le code, le design du code, sans changer le comportement qu'il va avoir. Donc c'est-à-dire en gros d'un point de vue fonctionnel, on change rien. Par contre d'un point de vue technique, on va changer l'implémentation. Donc c'est important parce qu'en fait, souvent quand on va développer en mode agile, au début, on va essayer d'arriver très très vite à délivrer de la valeur et donc du fonctionnel à l'utilisateur. Et pour ça, en fait, parfois on va prendre des raccourcis. On va peut-être pas faire les choses d'un point de vue hyper clean au niveau technique, justement pour pouvoir apporter de la valeur tout de suite. Et c'est là où du coup le refactoring est important parce qu'il va nous permettre du coup de remettre un peu les choses d'équerre ensuite, même si on a pris du coup quelques raccourcis techniques, en fait, pour que le fonctionnel marche, on va pouvoir recliner le technique et sans porter préjudice au fonctionnel. Donc du coup ça c'est le terme de refactoring. Le terme de refonte, du coup, ça va renvoyer globalement, enfin moi tel que je l'ai vu employé dans des DSI, c'est en gros quand on n'a pas fait de refactoring pendant très très longtemps, et donc il y a un certain nombre de choses qui marchent pas bien au niveau de l'application, ou ça peut être aussi qu'on doit faire un changement assez structurant, assez structurel au sein du système d'information de l'application, et du coup on a besoin de vraiment faire beaucoup évoluer cette application, et donc en essayant le maximum de pas trop toucher au fonctionnel. Donc en gros la refonte, dit simplement, c'est plein de refactoring, quoi, accumulé quand on n'en a pas fait pendant suffisamment longtemps. Et du coup la dette technique, en fait, c'est un petit peu la conséquence également du fait de pas avoir fait suffisamment de refactoring, de pas avoir été suffisamment du coup vigilant à la qualité du code. La dette technique, c'est quand on va prendre des micro-décisions par moment, et qui vont nous pousser à avoir une conception de l'application, une conception technique qui soit pas au niveau, qui soit pas suffisante. Donc ça va être par exemple du coup ça va être de peut-être pas uniquement, enfin pas faire des choses suffisamment modulaires, d'essayer du coup de pas prendre la dernière techno la plus à jour et pas de la mettre à jour forcément, un certain nombre de choses qu'on va faire pour aller un peu plus vite au niveau fonctionnel. Et en fait, si on prend pas garde de pas trop le faire, en fait, un jour ou l'autre, on risque d'avoir beaucoup une accumulation en fait de petites décisions micro qui n'étaient pas forcément très graves sur le moment, qui en fait, quand on les met toutes bout à bout, sont plus problématiques, quoi. Et donc c'est typiquement là qu'on va avoir besoin du coup en général de faire une refonte. Mais du coup le refactoring en continu
permet justement de rembourser cette dette de manière un peu plus lissée dans le temps, et donc ça pose moins de problèmes. Ok, super clair. Je ne sais pas si dans les commentaires vous avez des questions, si c'était pas assez clair, ou si on peut continuer déjà après cette grosse définition. Et donc, juste pour suivre un peu avec ce que tu viens de dire, je me posais une question très claire. Top. Bon, Je me posais une question concernant dette technique, refactoring. Est-ce que ça fait partie plutôt de la discovery ou de la delivery? Et en fonction de la réponse, est-ce que c'est synonyme soit d'une mauvaise discovery ou delivery? Alors, c'est une bonne question. Je pense que du coup, le refactoring, c'est plutôt le nom de delivery, au sens où on est vraiment dans une activité, on est vraiment sur une activité qui touche au code, vraiment des lignes de code qu'on va écrire. Et donc, du coup, c'est les lignes de code, c'est le livrable du moment de la délivrer dans le cycle de vie du produit, quoi. Justement, en discovery, on va plutôt éviter de commencer à écrire des lignes de code. Alors, on peut en écrire un petit peu pour faire des POC, mais ça, c'est des choses qu'on va en général jeter à la poubelle derrière. Donc du coup, c'est plus un problème dans la phase de delivery, et ça veut pas forcément dire que ça veut pas forcément dire que c'est une delivery qui a été mal faite, ou voilà, en général en fait, hein, c'est toujours un effort un peu continu qu'on essaie de maintenir, et parfois on a juste pas la possibilité de le faire dans de bonnes conditions, et c'est très très rarement la faute des équipes de développement en fait. Enfin, c'est très souvent un contexte organisationnel qui fait qu'on leur met beaucoup la pression pour délivrer des features rapidement, et donc le management, le leadership en fait fait un peu une sorte de pari qui est de dire c'est pas grave, on s'en fout un peu de la technique, enfin voilà, ce qui compte c'est de délivrer de la feature rapidement, et c'est ce qui compte, quoi. Mais du coup en fait tout ça pour dire que donc c'est pas forcément le symptôme d'une mauvaise delivery, et c'est rarement la faute des équipes de développement. Par contre, même si c'est un sujet delivery, ça veut pas dire qu'il faut pas impliquer les équipes techniques dès la phase de discovery, puisque justement leur donner une bonne connaissance des enjeux fonctionnels, des enjeux produits, du produit qu'on veut développer, même si on commence pas à le développer, ça va permettre de les rendre plus experts, plus sachants du sujet, de trouver des meilleures solutions techniques aux problèmes qu'on essaie de résoudre d'un point de vue métier, à la valeur qu'on essaie de délivrer. Et donc, ça va aussi permettre d'avoir du code de meilleure qualité, qui va sortir plus rapidement, plus efficacement, et donc aussi de générer du temps pour faire du refactoring. Ok, top. Donc ça va, c'est pas, il n'y a pas forcément de honte à avoir Non. à faire du refactoring. Alors, ouais, donc du coup, pour être très précis, en fait, donc le refactoring, c'est un truc qu'il faut faire en continu. Si on Ouais. n'en a pas fait, on a jamais de la dette technique, Mm, et du coup, l'application a des petits problèmes, enfin, voilà, ça arrive à tout le monde, hein, franchement. c'est ça. La question, c'est toujours, en fait, j'ai une dette, est-ce qu'elle est pas trop grosse? Est-ce que je suis en mesure de la rembourser? Et c'est là, en fait, où c'est potentiellement difficile. Ok, ok, top. Et donc maintenant qu'on a un peu remis le contexte, les bases, etc. Alors moi j'aimerais bien savoir un peu d'où est venu l'intérêt du refactoring, parce que j'ai vu que tu postais énormément sur LinkedIn. C'est un peu comme ça que je t'ai contacté aussi pour faire le Maestrix avec moi aujourd'hui. Et donc j'aimerais bien un peu savoir comment t'es venu cet intérêt, et est-ce que ça t'apporte aussi à côté d'être actif sur LinkedIn? Petite question annexe. Ouais, du coup, effectivement, enfin, moi, donc je partage pas mal de contenu, effectivement, sur LinkedIn, sur les enjeux du product management. Et je pense une des colorations, un petit peu, une des choses un peu différenciantes qui fait que, enfin, dans ce que j'écris, c'est que j'ai un vrai focus sur l'excellence technique, et le fait que pour construire des applications de qualité, il faut aussi une conception technique de grande qualité. En gros, c'est de l'ingénierie de haut niveau, et donc ça viendrait pas à l'esprit que pour construire des voitures de Formule 1, en fait, on n'est pas des ingénieurs d'hyper haut niveau, une conception qui soit d'hyper haut niveau. Et en fait, je trouve que souvent, dans des produits digitaux, on oublie un peu ça. Et voilà, on sous-estime un peu l'importance de la technique derrière, quoi. Donc c'est pour ça que j'en parle pas mal. Et donc c'est intéressant, parce que je pense que les PM souvent sont pas suffisamment acculturés au sujet, sensibilisés au sujet, ou pas suffisamment focalisés là-dessus. C'est pour ça que du coup, ce sujet refactoring, je pense, un bon point d'entrée, du coup, pour comprendre un peu les enjeux de la conception technique dans le job d'un PM, et pourquoi c'est important pour un PM de comprendre un peu ces notions-là, sans pour autant devenir, enfin voilà, sans pour autant prendre le job des devs, ou en tout cas se mettre, enfin qu'il y ait une erreur de casting, et qu'on soit à une place qui est pas la nôtre, quoi. Donc moi, pour vous expliquer en fait pourquoi je suis pas mal sensibilisé là-dessus, euh, en fait, j'ai eu un ou deux projets, en gros, par le passé, où on a commencé, ça marchait assez bien, en fait, en termes de delivery, en agile.
et on délivrait des fonctionnalités et les utilisateurs étaient contents. Et en fait, en gros, sans trop m'en rendre compte, plusieurs fois, j'avais pris 2-3 décisions où on avait le choix en fait entre faire un truc un peu clean et de bon niveau et puis en fait aller plus vite à l'objectif de délivrer la fonctionnalité. Et souvent, j'avais pris un peu le choix de délivrer vite, quoi, même si c'était pas très clean. Et en me disant, bon voilà, il faudra qu'on rattrape derrière tout ça, quoi. Et en fait, le truc, c'est que on n'avait jamais rattrapé parce que on n'avait jamais vraiment le temps de se poser et de bien faire les choses de manière clean, quoi. Et du coup, en fait, un jour ou l'autre, en gros, enfin voilà, un jour, on s'est retrouvé avec une appli qui était pas top parce qu'en fait, il y avait pas mal de bugs un peu partout. On avait en gros des régressions. Enfin, quand on poussait de nouvelles features, parfois on avait d'autres features qui arrêtaient de marcher. On avait des soucis un peu de voilà une application qui était pas hyper bien conçue d'un point de vue technique. Et donc c'est pour ça que ça m'a pas mal sensibilisé à ce sujet-là parce qu'en fait, une fois qu'on s'en rend compte, c'est un peu trop tard. Ça coûte très cher de refaire. Enfin, en gros, ça revient quasiment à refaire l'application, à la repayer de zéro, quoi. Et en plus, quand on n'a pas réussi à acquérir ces réflexes un peu au début, en fait, vu que c'est les mêmes, enfin, vu que voilà, c'est les mêmes personnes qui risquent de refaire la même application, on risque de faire les mêmes erreurs, quoi. Parce que les mêmes causes risquent de reproduire les mêmes effets. Donc c'est pour ça que je me suis pas mal intéressé à ça. J'ai essayé de bien comprendre comment faire pour du coup éviter ce genre de choses. Et c'est là en fait, je pense que le PM il a un rôle à jouer. Pas du tout pour prendre la place des développeurs, des équipes techniques, parce que ça reste quand même le rôle du tech lead, hein, je pense, de pousser pour des pratiques de refactoring, de faire attention à ça. Je pense que c'est quand même important que le PM ou le PO soit là pour pousser là-dessus, parce que du coup, c'est des sujets importants, donc plus de gens sont sensibilisés, mieux c'est, et surtout parce que le PM a quand même un rôle, va souvent prendre la lumière, souvent pouvoir faire passer des messages importants aux sponsors, aux stakeholders. Et du coup, c'est bien si en fait dans les messages qui passent, il arrive à soutenir ou se faire porte-voix de ces pratiques également. Ouais, tout à fait. Et juste, on a Stéphane qui dit qu'il est fan de ton contenu sur LinkedIn. Ah, c'est gentil. Donc voilà, je voulais te le partager. C'est gentil, c'est Et justement, toujours Stéphane qui te demande chez L'Oréal, est-ce que vous faites des sprints de refactoring ou quelque chose d'équivalent? Est-ce que vous consacrez un temps dessus? Comment vous vous organisez un peu là-bas? En fait, je dirais que tu as un peu trois manières de le faire, de faire du refactoring, hein. Donc, la première manière, je dirais, la mieux, c'est de le faire en continu. Et donc là, c'est des approches comme du TDD, donc Test Driven Development, qui vont en fait c'est une manière de développer le code par lequel le développeur en fait va faire émerger progressivement le code en en le testant au fur et à mesure. Et donc en fait, tu vas avoir une première étape, je fais un code, je fais un test, ensuite j'écris le code et ensuite une fois que le code répond au test et donc répond au cas d'usage qu'on veut lui faire répondre, je vais refactorer mon code pour qu'il soit bien clean, quoi. Donc en gros, c'est un peu ce qu'on disait. C'est un peu ce qu'on disait tout au début, en fait, où en gros, en agile, on essaie d'abord d'apporter de la valeur, d'abord d'apporter du fonctionnel, et puis ensuite, du coup, si le fonctionnel marche, il faut être capable de modifier la structure interne du code. C'est un peu ce qu'on fait là dans le TDD, mais de manière très, très, très incrémentale. Donc, en gros, ça, c'est la meilleure manière de faire. Et c'est des pratiques que moi, j'essaie de pousser beaucoup pour que justement, on n'ait plus à se poser trop la question et que le truc soit clean et sorte bien à peu près dès le début, quoi. La deuxième manière de faire, je dirais, c'est d'essayer d'inclure des US de refactoring, c'est-à-dire de se dire que pour chaque sprint, chaque unité de développement, c'est une itération, 2 semaines, 3 semaines, une semaine, on essaie de sanctuariser une partie du temps pour bosser sur ce sujet-là. Et donc ça c'est une bonne manière de faire aussi, je trouve. Le mieux c'est quand même faire du TDD parce que du coup c'est complètement continu, mais c'est une bonne manière de faire aussi. Et surtout moi ce que j'essaie de faire, c'est souvent ce que j'essaie de faire quand j'ai pas la possibilité de pousser sur du TDD. Et ce qui marche bien dans ce cas-là, c'est en fait de laisser de la marge sur les sujets fonctionnels, c'est-à-dire de pas remplir à fond du coup le backlog, de pas mettre la pression comme des dingues aux développeurs en disant voilà il faut absolument délivrer tous ces trucs-là, c'est urgent. Justement laisser une marge de manœuvre, une latitude, parce qu'en fait du coup les développeurs en gros globalement ils aiment bien faire leur boulot et bien le faire, quoi. Donc en fait si tu leur laisses suffisamment de marge de manœuvre, ils vont du coup pouvoir mettre en place des bonnes pratiques de conception et vont pouvoir faire les choses pas en quick and dirty, et donc du coup tu auras cet effet-là, quoi. Et donc ensuite, du coup, la troisième manière de faire qui est peut-être un peu, qui est mieux que rien, mais avec laquelle il faut faire gaffe, c'est donc tout ce qui est sprint de refactoring. Donc par exemple, pour ceux qui connaissent Safe, le Scale Agile Framework, notamment Safe préconise un petit peu de le faire dans la 5e itération du PI et du PI. Donc en gros, donc Safe, c'est de l'agile à l'échelle. Donc en fait, on a une unité
de delivery en fait qui va être un peu plus grosse que le sprint, qui va être un PI pour l'increment. Et en général, il y a 5 sprints dans un PI. Et en fait, Safe recommande de faire du refactoring, des choses d'amélioration continue dans le 5e sprint. Et alors là, je trouve que ça peut être une approche qui c'est mieux que rien du coup, effectivement, parce que mieux vaut en faire tous les 3 mois, du coup tous les 5 sprints, que plutôt le faire tous les 3 ans. En revanche, le truc c'est que le risque quand on fait ça, c'est que ce 5e sprint de refactoring, en fait, il soit utilisé pour faire du fonctionnel parce qu'on est à la bourre, parce qu'on a envie de pousser des features, et parce que du coup, notamment les chefs, les sponsors ont pas bien compris l'intérêt de faire ça. Donc le risque quand on fait ça, c'est qu'en gros, en fait, on se retrouve à faire autre chose pendant, ou on met un peu trop la pression aux développeurs là-dessus pour le faire, et donc ça sera pas forcément hyper efficace. Donc en gros, nous on est plutôt la solution 2, je dirais, entre 1 et 2, en essayant de faire du 1 mais 2 de plus tôt, quoi. Et donc voilà, attention au sprint de refactoring, ça peut être un peu tentant, mais c'est pas forcément le plus efficace. Ok, oui, il faut plutôt un peu l'inclure dans tes sprints habituels, mais qui est quand même un peu une part de refactoring de temps en temps. C'est pas Ouais, dédié à ça, mais l'inclure dans tes sprints de oui, base. ça. Typiquement pour ceux qui connaissent, enfin qui sont un peu familiers avec tout ce qui est DevOps. Donc voilà, DevOps, hein, c'est vraiment si on devait le définir de manière très simple, c'est pousser en production très très vite le code. Et c'est un peu la même genre d'approche en fait. En gros, le DevOps, le mieux, c'est que ça soit vraiment complètement continu, c'est-à-dire que le développeur il écrive des lignes de code et puis ensuite bam, il les pousse directement en production très très vite, quoi. Euh, L'approche un peu intermédiaire, c'est du coup on fait des livraisons en prod, mais alors assez régulièrement, donc je sais pas, toutes les 2 semaines, toutes les sprint. Et sinon l'approche qui est mieux quand même et qui est moins bien, c'est en fait on fait on a en gros toutes les trois mois en fait, on se fait une séquence de déploiement qui correspondra un peu au sprint de refactoring. Ok, top. Super intéressant. Et juste avant de prendre la question que tout le monde se pose dans les commentaires, moi j'en avais une à te demander. C'était est-ce que tu sais coder et est-ce que pour toi c'est essentiel un peu de savoir coder pour être un PM qui puisse un peu comprendre ces sujets de refacto, etc. Ouais, c'est une Ou bonne pas question. forcément. C'est une bonne question. C'est une question qui fait souvent couler pas mal d'encre quand on en parle sur LinkedIn notamment. Bon, moi, alors, du coup, je vais me cacher derrière la référence du product management qui est Marty Kagan et du coup qui dit en fait qu'il y a 2 cours hyper importants à suivre pour un product manager. Le premier, c'est sur les sujets financiers, voilà, KPI et tout, et le second, c'est un cours de programmation. Donc, je vais un peu me cacher derrière, mais je pense que c'est une bonne approche pour un product manager d'avoir un peu des notions de code, de programmation, euh, peut-être d'avoir déjà testé 2, 3 petits trucs en fait tout seul. Euh, et donc voilà, par exemple, savoir ce que c'est l'orienté objet, connaître 2, 3 langages vite fait, pas forcément vraiment être capable de bouffer un bouquin de code avec 50 000 lignes et tout comprendre, mais je pense qu'avoir des bonnes notions, c'est quand même vraiment utile. Moi, du coup, j'ai pas mal investi sur ce sujet-là. Du coup, alors, ouais, je suis pas du tout capable de construire une application qui va en production, qui soit utilisée par des vrais utilisateurs, hein. Honnêtement, pas du tout. Par contre, ouais, j'ai fait plusieurs MOOC, j'ai essayé de faire du Java, j'ai essayé d'installer plusieurs fois des trucs sur mon ordi. Et pour le coup, ça a été assez utile. Ça m'a permis de un peu mieux comprendre ce que ça pourrait être que du refactoring et mieux comprendre des concepts d'architecture applicative. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense que honnêtement, voilà, sortir un peu à la surface et faire juste un petit MOOC sur du Java ou du Python pour un peu comprendre comment ça fonctionne du code, comment ça se compile, je pense que c'est vraiment utile. On peut être un très bon PM sans faire ça, mais je pense on en sera que meilleur en le faisant, quoi. Et c'est sûr que pour rentrer dans le dur du sujet refactoring, ça va être plus simple quand même. Ouais, ok. Et donc maintenant, je peux te poser la question que tout le monde se pose dans les commentaires, à savoir un peu quelle est la place du PM dans tout ça, comment pousser ses pratiques sans prendre la place des développeurs, comme on en a parlé, mais aussi comment convaincre les stakeholders en fait que le refactoring c'est important et qu'il faut quand même y consacrer du temps. Du coup, c'est vraiment deux sujets enfin, va traiter de manière un peu différente. Je Ouais. pense qu'il y a le côté de l'équipe, en fait. Le sujet sur l'équipe, c'est qu'en gros, enfin voilà, là-dessus, c'est vraiment, pour moi, c'est le b.a.-ba de l'agile, c'est le point le plus important du product management, c'est qu'en gros, l'équipe, elle doit être autonome, choisir les pratiques qu'elle a envie de mettre en place. Et donc, en fait, si ton équipe de développeurs, elle a pas envie de mettre en place ces pratiques-là, Mm. du coup, c'est pas ton rôle, enfin, en tant que PM, en fait, ça aura aucun intérêt de commencer à pousser pour ça, quoi. En tout cas enfin voilà, de manière un peu unilatérale, un peu violente. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Donc je dirais dans ces cas-là en fait, déjà le premier truc c'est que le product manager il a un allié qui est le tech lead
ou en tout cas, il y a toujours, en fait, on va dire, dans une équipe technique, une équipe produit, il y a toujours un référent un peu technique. Et souvent, alors voilà, ça peut s'appeler un tech lead, ça peut s'appeler un engineering manager, ça peut être un architecte, ça peut être voilà le lead développeur. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que le product manager en discute avec lui. En général, du coup, c'est un développeur un peu plus senior, c'est quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, qui connaît ces pratiques-là. Et si on les applique pas, c'est souvent qu'en fait, il y a un sujet probablement de charge, de compétences ou de voilà c'est-à-dire soit on n'a pas assez de temps pour le faire, soit on n'a pas forcément les skills. Et donc c'est là où en gros, je pense que le PM et le tech lead en fait peuvent réfléchir à un plan d'action pour réussir à upskiller ou libérer du temps pour le faire. Enfin, libérer du temps, je pense que pour le coup, le PM, il peut influencer là-dessus. Parce qu'en fait, c'est lui qui va pouvoir dire, du coup, voilà, c'est important qu'on passe du temps là-dessus. C'est à un moment, voilà, la roadmap, c'est un truc quand même qui est défini de manière conjointe. Et donc, le PM, il a son mot à dire. En tout cas, il a sa pierre à apporter à l'édifice. Et donc là, à cet égard-là, il peut réussir à libérer du temps pour faire ça. Et ensuite, si c'est un sujet d'upskilling, de monter en compétences, du coup, je pense qu'avec le tech lead, il y a du travail à faire potentiellement pour aider les gens à monter en compétences. C'est-à-dire peut-être faire venir un coach, enfin d'abord faire une sorte de sensibilisation, faire venir un coach, et puis essayer de progresser là-dessus, quoi. Mais encore une fois, l'important c'est que du coup c'est de pas imposer des choses unilatéralement, ça fonctionne. Donc ça, je dirais, c'est pour l'équipe. Ensuite, niveau sponsor, c'est un peu plus simple en fait, je dirais. Enfin, plus simple, oui, non, c'est plus simple à expliquer. En fait, à un moment ou à un autre, les chefs, ils parlent tous le langage de l'argent, à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que en fait, ils sont très capables de comprendre que si le produit qu'on construit, si l'application qu'on construit, elle est pas bien faite d'un point de vue technique, en fait, à un moment, ça va nous coûter de l'argent. D'une manière ou d'une autre, ça va peut-être être que les utilisateurs vont pas être contents, donc vont moins l'acheter. Ça va peut-être être qu'en fait, on va devoir payer plus cher pour faire des travaux un peu de refonte qu'on évoquait, et donc ça va être cher. En tout cas, en fait, pour moi, les chefs doivent être capables sont capables de comprendre ça, quoi. Autant effectivement, expliquer qu'il faut faire du refactoring en continu, c'est un peu un concept abstrait, théorique, et c'est difficile de comprendre pour eux. Par contre, leur dire en fait, si tu le fais pas, ça va te coûter de l'argent, et ça va pas te coûter de l'argent dans 5 ans quand tu auras changé de poste, ça va te coûter de l'argent dans peut-être 6 mois, 9 mois. Ça, pour le coup, je pense que c'est des choses qu'ils peuvent entendre. Et il faut du coup passer ces messages-là, il faut essayer de le faire. Et encore une fois, c'est pas uniquement le rôle du PM de le faire, c'est aussi le rôle du tech lead d'aider, des développeurs de pousser ces messages-là. Mais le PM, c'est un bon porte-voix, je trouve, moi, pour ces choses-là. Voilà, le PM, en fait, c'est quand même dans son quotidien d'essayer d'échanger avec les stakeholders et de leur faire passer les messages. Donc, c'est un bon interlocuteur aussi pour pousser ces messages-là. Ok, top. Je ne sais pas si Céline, Mohamed et Jérémy, si ça a bien répondu à vos 3 questions qui se regroupaient un peu plus ou moins. Dites-le moi en commentaire. Et donc je regarde un peu. On a Laurent qui nous apprend plein de choses dans les commentaires aussi. Super intéressant. Qui répond aux autres participants. Stop. Ah, alors je crois qu'on a une question. Donc, ah non, c'est juste Olivier qui répond sûrement à ce que tu viens de dire en disant sans parler du découragement des développeurs. Ouais, et puis je vois, il y a un sujet sur un peu aussi le convaincre les gens qui sont réticents au TDD. Là, c'est un peu pareil, en fait. Il y a un travail d'évangélisation qu'il faut faire, je pense. Je pense qu'en fait, voilà, le truc, c'est quand même que les populations de développeurs, c'est quand même des gens qui peuvent être réfractaires au changement, mais et c'est normal, mais je pense qu'ils ont envie de bien faire leur travail. Et donc là-dessus, voilà, enfin, une fois que du coup je pense que le fond est bon, quoi, le terreau est bon, tu vois, c'est juste qu'il va falloir justement les faire évangéliser au fur et à mesure. Un truc qui marche bien, moi, que j'essaie de pousser, c'est en gros de dire, du coup, est-ce qu'on peut essayer sur une feature de le faire? On essaie sur une feature de le faire en mode TDD. Si jamais on n'a pas l'habitude de le faire, on le teste. Et puis si jamais c'est pas bien, du coup, on le refera pas. C'est pas grave, on aura juste essayé. On aura passé peut-être 3 jours à le faire, quoi. Et ça, ça peut être une bonne manière de mettre un peu le pied à l'étrier, quoi. Ok. Ok. Super intéressant. On a une petite question de Marie Asma qui nous dit comment mesure-t-on l'impact du TDD ou du refacto? Parce qu'on en parle souvent on parle souvent en termes d'impact quand on est PM. Donc c'est peut-être comme ça qu'on peut aussi le défendre plus facilement auprès des équipes ou des stakeholders. Ouais, je pense. Alors, en gros, en fait, donc il y a un certain nombre de métriques qui existent du coup sur tout ce qui va être performance d'un logiciel, d'une application, qui sont ce qu'on appelle les DORA metrics. Donc c'est du bouquin Accelerate. Alors, je vais essayer de vous mettre un lien dessus, mais en gros, c'est les métriques un peu qui font plutôt consensus.
donc qui vont être liés à est-ce qu'on est capable de délivrer du code en production régulièrement, est-ce qu'on est capable de passer très vite de l'idée d'une fonctionnalité à la fonctionnalité en production. Euh, et donc en gros, je pense en fait il y a vraiment, c'est la première manière de répondre, c'est-à-dire que en gros, mesurer l'impact d'une pratique technique c'est pas évident, mais parce que du coup définir la performance d'une application c'est pas évident, mais je pense que ces métriques-là elles y parviennent pas mal. Et du coup vraiment illustrer deux trucs très concrets, donc le premier truc c'est vraiment la première élément, c'est vraiment la capacité à livrer souvent du code en production. Parce qu'en fait, pour livrer souvent du code en production, il faut que ce code il soit bien testé, parce qu'on va pas envoyer du code en production qui est pas bien testé, qui est pas recetté, et si on a peur qu'il introduise des régressions, on va surtout pas le pousser. Donc ça c'est le premier truc. Donc en fait, le signe de pousser souvent en production en général, c'est un signe de bonne santé de l'application et du fait qu'elle a été bien conçue, bien faite techniquement. Le deuxième qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler, alors ça a différents noms, mais le cycle time. C'est le temps en fait pour passer d'une idée de fonctionnalité au moment où elle est en production, déployée aux utilisateurs. Et ça c'est un peu pareil en fait. Ça va être un signe de la capacité de l'application à évoluer facilement pour intégrer des nouvelles fonctionnalités. Et en fait, justement une application qui marche pas bien, un produit qui marche pas bien, qui est pas très bien conçu, on va avoir du mal à le faire évoluer. On va avoir du mal à rajouter des fonctionnalités. Et donc en fait, s'assurer qu'on est capable de très très vite pousser une nouvelle idée en production, c'est un signe aussi de bonne santé du produit. Donc ça c'est la partie vraiment, je pense, technico-technique. Comment mesurer ça? Euh, je pense qu'il y a quand même un deuxième aspect qui est vraiment lié à l'impact business en fait des pratiques techniques, qui est qu'en gros, en fait, je pense qu'il faut qu'on définisse on doit définir en fait en tant que product manager des indicateurs, des KPI et des indicateurs de succès. Est-ce que mon application elle délivre de la valeur? Et en fait, ces indicateurs, en fait, ils vont aussi refléter quelque part la conception technique, la qualité de l'application derrière. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, il va falloir qu'on réussisse à faire le lien entre du coup, ces pratiques de conception technique et l'impact business à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, on le fait pour cette raison-là, quoi. Enfin, on fait pas ces choses-là pour se faire plaisir. En fait, on le fait parce qu'à la fin, c'est utile. Et donc, en gros, un exemple, par exemple, qui est marquant, c'est le fait que sur Amazon, il y a cette stat où je crois que si le site se charge une demi-seconde plus lentement, en fait, il perd je sais plus combien de CA, enfin, beaucoup d'argent. Donc, je pense que, en fait, voilà, il y a vraiment un besoin du PM, je pense, et de l'équipe en général produit à définir justement l'impact qu'on veut avoir, et du coup ça doit permettre de couvrir aussi l'impact des pratiques techniques qu'on met en place. Mais c'est un truc qui est spécifique, je pense, à chaque produit, à la valeur qu'on veut délivrer, et c'est aussi quelque chose qu'il faut définir ensemble avec l'équipe produit. Ok, super. Et du coup, donc pour en revenir un peu à tout ce qui est refactoring et est-ce que c'est important pour les PM, moi j'avais une question. Donc je pense que tu as un peu répondu tout au long du début du Maestrix, mais tu trouves que c'est essentiel quand même pour un PM d'être confronté, voire habitué à ces sujets de refactoring, même si ce sont des sujets très tech. Je pense qu'en fait, en gros, faut toujours se dire que le PM, quand même, c'est lui qui est garant de la qualité du produit à la fin. Et donc, dans la qualité du produit, il y a des aspects très, très, est-ce que j'ai livré de la valeur? Donc, est-ce que je résous le problème de l'utilisateur? Est-ce que voilà, je réponds à un de ses besoins? Tu as des sujets très, très, utilisabilité. Est-ce que l'ergonomie, elle est bonne? Mais du coup, tu as aussi dans la qualité des sujets vraiment techniques de est-ce que les performances sont bonnes, est-ce que du coup l'utilisateur, enfin voilà, est-ce que j'arrive à faire bouger mon application rapidement, rajouter des features. Donc en fait, je pense qu'effectivement le PM, il faut qu'il ait quand même en tête ces sujets-là, qu'il sache que c'est important. La conception technique, c'est vraiment un facteur qui peut qui peut casser en deux une application. Donc, enfin, du coup, il faut qu'il en soit d'autant plus vigilant là-dessus. Euh, en revanche, voilà, je pense que pour quelqu'un qui commence, enfin pour un PM ou qui connaît pas forcément ces notions-là, il y a rien de dramatique non plus. Hein, c'est pas non plus enfin, il faut pas absolument le maîtriser sur le bout des doigts. Il faut pas avoir lu le bouquin de Martin Fowler et l'avoir appris par cœur. Je pense qu'en fait, juste avoir cette sensibilité-là et se dire que il faut être vigilant et avoir une application de qualité, c'est déjà important. Je pense, ça fait du bien en fait aux équipes produits quand le PM justement c'est ces choses-là. Ok. Et du coup, donc, après être sensibilisé, impliqué, est-ce que le PM peut jouer un rôle pour aider ou à éviter ou à amoindrir le refactoring ou c'est pas du tout possible? Si, je pense que du coup,
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait, en fait, de laisser un peu de marge de manœuvre aux développeurs. En gros, enfin, le PM, en fait, gagnera beaucoup, je pense, en général, à, à laisser enfin, ouais, en fait, on parle de empower en anglais, mais en fait, ça veut dire responsabiliser ses développeurs, un peu leur donner les armes pour résoudre eux-mêmes les problèmes. En fait, le bon PM, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va dire tu dois développer telle feature, telle feature, telle feature, telle feature. C'est quelqu'un qui va aller voir les développeurs et on va discuter ensemble. On va se dire, en fait, on a 4 problèmes. C'est ça, donc les 4 problèmes qu'on veut résoudre sur cette période-là de ce sprint, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour le faire, quoi. Et du coup, ensemble, on va réussir à trouver des solutions, définir des solutions. Mais ce qui est bien, c'est que c'est les développeurs qui auront eu la main là-dessus, qui ont réfléchi à comment bien le faire, comment le mettre en place. Et c'est là où, en fait, en gros, les pratiques de refactoring, on voit qu'elles sont assez vitales, que c'est important d'avoir un bon niveau de qualité technique dans la conception de nos applications. Et donc, en fait, c'est aussi en laissant de la marge de manœuvre aux développeurs que le product manager, il va pouvoir susciter ce genre de pratiques et faire que nos applications soient d'un meilleur niveau. Donc je pense que, en gros, c'est ça, bon, pour le dire très simplement, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a vraiment le côté, on essaie d'être axé très problème et pas solution. Donc le PM, voilà, est vraiment essayer de préciser le problème et pas commencer à parler solution, implémentation. C'est pas son boulot. Et ensuite, je pense laisser un peu de marge de manœuvre, quoi. C'est-à-dire de pas mettre la tête sous l'eau des développeurs, parce que si on est chargé à 100%, voilà, on est à fond à 100% au max. En fait, on va plus avoir de marge de manœuvre pour faire les choses bien. On va moins bien le faire parce que juste on est moins lucide. Et donc, je pense que ces 2 aspects-là, en fait, le PM a largement un gros rôle à jouer là-dessus. Je pense que ça soit en termes de vraiment ambiance de travail ou même factuellement, en fait, hein, en faisant les choses un peu mieux. Ok, super intéressant. Et justement, on avait une question de JB Bernard, mais les participants ont répondu entre eux dans les commentaires, mais je te la lis quand même. C'était avec le principe du TDD, qu'ils trouvent top sur le papier. Est-ce que ça implique pas une double validation product de la feature avant MEP, mise en production? La même, du coup, je dirais que en gros, le TDD, normalement, tu l'as dans un contexte où tu dois aussi avoir en plus des scénarios de validation, enfin des scénarios de test automatique qui, eux, vont être d'un un peu plus haut niveau, valider des use cases un peu plus gros. Donc, en fait, le développeur, en fait, il va, lui, à son niveau, développer donc en mode TDD avec des tests qui vont pas, enfin voilà, il faut que ces tests, ils soient vraiment pensés d'un point de vue métier, c'est-à-dire il faut pas que ça soit juste couplé au détail d'implémentation. Il faut qu'on se dise vraiment, voilà, est-ce que ces lignes de code, elles apportent de la valeur. Mais à un moment, il y a aussi, du coup, pour moi, un niveau un peu plus macro, avec, du coup, potentiellement, je sais pas, il y a peut-être des US derrière, des user stories avec des critères d'acceptation, et ces critères d'acceptation, ils se traduisent par des tests automatiques qui sont de plus haut niveau. Donc, en gros, en fait, il y a une sorte de pyramide, en fait, avec plein de tests au niveau des développeurs, qui vont être plutôt des tests qu'on qualifie d'unitaires, donc de plus bas niveau, quoi. Et il y en aura plus. Et en fait, on va avoir un peu moins de tests au-dessus, des tests de plus haut niveau, du coup, fonctionnels. Et pour moi, c'est ça qui va constituer un peu le second niveau de validation. Parce que en gros, ouais, parce qu'en fait, mais c'est un peu impliqué. Enfin, je pense que c'est implicite dans les questions, mais effectivement, le PM, il va pas aller regarder les tests des développeurs, en fait, hein. C'est des tests, enfin, c'est pas forcément que ce soit pas intelligible, c'est qu'en fait, il y en a trop et c'est pas son taf de faire ça, quoi. Donc, effectivement, il faut peut-être induire ce niveau de validation supérieur en plus, pour être sûr que le truc soit bien clean et qu'on soit tous raccord là-dessus. Ok, top. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, JB. Et sinon, on avait une autre question de Rania qui nous demandait est-ce qu'on peut inclure le refactoring dans la définition of done? Alors, qu'est-ce que la définition of done déjà? Moi Donc, qui ne connais pas trop le terme. la definition of done, où on parle de DOD souvent. Donc, c'est en fait quand je décris une fonctionnalité, que ça prenne la forme d'une feature, enfin d'une US, mais bref, en gros, j'ai une fonctionnalité à développer. Okay. En fait, on va souvent définir des critères pour pouvoir dire, du coup, quand ça sera fait, quand on aura coché toutes ces cases-là, la feature, la fonctionnalité de l'US, elle sera considérée comme terminée. Et donc, elle sera considérée comme done. Et donc, les critères qu'on définit là, c'est les definition of done. Et donc souvent, en fait, ce qu'on inclut dans la definition of done, ça va être des éléments spécifiques à la user story. Donc voilà, ça va être, est-ce que en gros, ce que je voulais faire d'un point de vue fonctionnel, c'est bien valide. Et souvent, on inclut aussi des éléments qui vont être plus généraux, moins spécifiques à la user story en tant que telle. Et donc ça, typiquement, ça pourra être, est-ce que je l'ai bien déployé en production? Est-ce que j'ai bien fait mes tests? Est-ce que j'ai bien fait les tests unitaires?
est-ce que j'ai bien montré de l'US à la sécu pour que la cyber soit sûre qu'il n'y ait pas de danger, quoi. Et donc, du coup, c'est une bonne question, inclure le refacto dedans. Alors moi, ce que j'ai vu pas mal dans les DoD, c'est du coup que les scénarios de test automatiques de un peu au niveau dont on parlait soient faits. Euh, Refactoring, le truc, c'est que mais je pense que ça pourrait effectivement. C'est plus qu'en gros, si on, enfin ouais, non, ça pourrait être une bonne idée de le mettre dedans. Mais je pense que quitte à le mettre au niveau de l'US, en fait, au niveau de la user story, donc user story en général, ça prend entre, 2 ou 3 jours à faire, quoi. Quitte à faire ça, je pense autant essayer de le mettre en termes, autant essayer de le mettre en place par du TDD, en fait. Et je pense que ça sera direct plus efficace plutôt qu'en fait, mais pourquoi pas, hein, du coup là, en gros, si on fait du TDD, le truc va direct être à peu près mieux refactoré. Si on met un truc refactoring à la fin, ça veut dire que on va essayer de sécuriser un peu de temps à chaque fois à la fin de l'US pour le faire clean. Et pourquoi pas, c'est aussi une bonne manière de faire, je pense. Ok, top. J'espère que ça a répondu à ta question, Rania. Et sinon, on avait une d'Arnaud qui a aussi été répondue par Laurent. Laurent qui répond à toutes les questions aussi. Et qui était, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec des équipes pratiquant le mob programming? Alors moi, ça m'est dû m'arriver une seule fois. Mais je pense que c'est très puissant. Donc le mob programming ou alors je crois qu'on parle aussi de swarming, enfin c'est un peu différent swarming, mais en gros mob programming ça va être en fait donc mob ça renvoie à full de mémoire et donc en fait ça veut dire on va programmer à plusieurs. Donc on va être je sais pas 3 4 personnes et quelqu'un du coup écrit le code et partage son écran et donc les autres interagissent dessus et puis du coup lui disent attends fais plutôt ci fais plutôt ça. Donc le mob programming où c'est à plusieurs, c'est 3 4, super égal à 2 et la version à 2 personnes, on appelle ça le pair programming. Et donc là, ça va être vraiment en gros, j'ai un développeur en général le junior qui va du coup taper le code et puis le senior à côté qui va lui dire attention fais ça, fais ci, attention fais gaffe à ça, quoi. Alors moi j'ai vu pair programming, j'ai bien connu, mob programming un peu moins. Je pense que c'est des approches qui sont très puissantes. Et en fait, elles sont puissantes parce que je pense qu'elles nous permettent d'être plus efficaces dans le code qu'on va écrire. Et je pense aussi que ça permet de faire d'inclure du factoring de manière un peu plus naturelle et plus aussi un peu plus pertinente parce qu'on a plusieurs personnes en fait qui apportent un regard, quoi. La difficulté en fait quand même de tous ces trucs de refactoring qui sont en fait un travail de mise en qualité d'un travail qu'on produit. Et en fait, c'est que c'est toujours difficile de trouver l'équilibre entre j'avance sur une tâche et puis en fait je délivre le truc et puis ensuite je me pose pour bien recliner le truc, quoi. Mais en fait, je veux dire, ça arrive à tout le monde, hein. Quand moi je fais un truc sur Excel, je fais des formules et tout, il y a toujours un moment en fait où au début je fais le truc un peu crade et puis je mets les valeurs en dur et puis à un moment je me dis bon attends c'est pas bien là, faisons un truc un peu mieux et du coup plutôt que mettre des valeurs en dur, je vais mettre les valeurs des cellules et ça me permettra d'avoir un truc qui soit plus efficace. Et en fait, c'est dur de trouver ce bon équilibre entre, en gros, parfois j'ai envie d'aller vite, quoi. Et puis en fait, parfois, du coup, parfois en fait, il faut faire les choses bien, quoi. Et en termes de développement, en général, hein, du coup, c'est pas comme sur les macros Excel, en fait, où du coup, il vaut mieux faire les choses bien du premier coup et du coup, ça marche mieux à moyen terme et long terme. Ok, super. Super intéressant. Et on a Antoine qui te demandait, s'il a bien compris, que le refactoring en soi, c'est remettre sur le métier des décisions, des actions qui ont engendré de la dette technique lors des sessions de refacto en amont. Et donc, comment éviter un peu le risque de rester sur un statu quo ou un trade-off qui ne résout pas la dette et d'éviter un peu le côté serpent de mer de certaines issues ou bugs. Désolée pour mon accent anglais. Alors, en gros, peut-être je vais juste un tout petit peu reformuler pour être sûr. Ouais. Parce que en fait, donc, le refactoring, c'est pas forcément remettre sur le métier des décisions ou des actions qui engendrent la technique, hein. Je dirais que c'est plutôt le refactoring. Encore une fois, hein, si on prend vraiment la décision de base, hein, c'est je change pas les fonctionnalités de mon application, je change la manière dont elles sont implémentées. Donc, encore une fois, si je reprends vraiment l'exemple tout con du fichier Excel, en gros, c'est si j'ai 4 cellules et j'ai envie de faire la somme de ces 4 cellules, la version un peu crade, c'est je fais ça plus ça plus ça plus ça. Et la version, on va dire, un peu plus quali refactorée, c'est je fais égal somme et je fais voilà. Et l'avantage de faire égal somme, c'est que du coup, ça va me permettre, ça va aller plus vite de le faire et puis ça va me permettre potentiellement de rajouter ensuite. Voilà. Donc l'idée c'est que sur mon fichier Excel, en fait, quand j'avais fait égal cellule plus cellule plus cellule plus cellule, ça me donnait bien le résultat, quoi. Donc d'un point de vue fonctionnel,
d'un point de vue fonctionnel, en fait, que j'ai fait égal, plus ou une somme, au final, j'ai toujours la somme à chaque fois à la fin, quoi. Donc, en gros, d'un point de vue fonctionnel, ça change, enfin, il n'y a pas de différence, en fait. C'est juste que d'un point de vue technique, l'implémentation est différente. L'implémentation n'est pas la même et l'implémentation, elle est meilleure quand on a fait une somme plutôt que quand on a juste fait plus avec des noms de cellules en dur, quoi. Donc c'est vraiment ça, je pense, l'esprit du refactoring. C'est donc de dire, bah, je veux que l'application elle continue à marcher, à délivrer de la valeur, que d'un point de vue métier ça fonctionne. Et par contre, j'ai envie que d'un point de vue back office technique, quoi, bah, ça soit un peu mieux fait, quoi, un peu mieux conçu et donc bah, plus durable dans le temps et ainsi de suite, quoi. Euh, donc du coup, je pense que quand on fait quand on fait des sessions de facto, enfin je veux dire quand on se pose ces questions de faire du refacto, euh, je pense que du coup, c'est enfin ouais, le côté serpent de mer de certaines issues ou bugs, le fait qu'en fait on ait du mal à en sortir, c'est souvent, ouais, le fait qu'en gros on ait du mal à sortir un peu de ces problèmes de dette technique et d'anomalies qui viennent un peu dans tous les sens. En gros, je pense qu'il est plus profond, enfin c'est un problème souvent un peu plus profond et qui met un peu plus de temps à résoudre que du refactoring. Mais le refactoring peut aider à y répondre. Enfin, si je comprends bien, en fait, pour moi, une manière de faire, en gros, dans ces cas-là, si on a ces problèmes-là, ça serait vraiment d'essayer de modulariser davantage l'application, c'est-à-dire de rendre les composants un peu plus indépendants. Et le refacto peut permettre de faire ça, parce que justement, peut-être que dans une première version en fait de l'appli, bah, c'était très monolithique et les trucs étaient très interconnectés. En fait, on va pouvoir ensuite, bah, en refactorisant, le rendre un peu plus modulaire, quoi. Et donc, ça va nous permettre un peu d'éviter ces côtés serpents de mer de certaines régressions. Parce que souvent, ce côté serpent de mer, en fait, il vient du fait que bah, on a un peu des interconnexions cachées entre différents modules applicatifs, quoi. Je sais pas si ça répond parfaitement à la question, mais Bah, n'hésite pas à nous le dire, Antoine, si ça répond à ta question ou si ça a été clair. ok, super, trop cool. Et en attendant, il y a Nawel aussi qui avait écrit en tant que PM, enfin dans le job de PM, le mieux pour les tests, est-ce que c'est de donner des scénarios réels fonctionnels avec de vraies données? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense, hein, pour le coup, vraiment. En fait, alors, du coup, pour être clair, il faut des scénarios bah, fonctionnels, alors réels, au sens où oui, il faut que ça soit des choses vraiment qui puissent arriver dans la vraie vie, et il faut aussi que ça puisse être des choses qu'on puisse tester en production. Et idéalement, il faut des jeux de données qui soient le plus représentatifs de ce qu'on va avoir dans la vraie vie. Donc, c'est-à-dire que, enfin, du coup, il y a deux éléments, je pense, derrière le fait sur les jeux de données. Je pense que le premier truc, c'est que il faut essayer vraiment d'avoir, enfin, de coller au niveau de qualité qu'on peut avoir en production. C'est-à-dire que, enfin voilà, il faut pas que ça soit un jeu de données hyper bien fait, parfait, et voilà, et en fait qui correspond pas du tout à ce qu'on fait l'utilisateur en cible, quoi. Il faut essayer vraiment d'avoir un truc qui soit très représentatif de ce qu'on peut avoir en production. Et je pense que aussi niveau volume et quantité de données, il faut essayer de s'approcher de ça, quoi. En gros, le risque qu'on a, c'est que le risque qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, on teste en pré-production avec des volumes un peu inférieurs à ce qu'on va avoir en production, et puis le jour où ça part en production, du coup, en fait, les tests, bah, ne nous auront pas permis de repérer que potentiellement, bah, l'appli, elle souffre à tel endroit et que du coup, ça impacte les performances. Donc, je pense qu'il faut essayer d'être le plus représentatif possible et ouais, le plus, ouais, que ça ressemble le plus, quoi. Et alors, du coup, ouais, on peut avoir, en général, ouais, juste pour creuser un tout petit peu sur la volumétrie des données, en général, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que souvent, on a un environnement pour des tests de performance en tant que tel, quoi, qui lui est plus isoprod et en termes de volume de données. Donc ça peut marcher, mais enfin, en gros, en général, ces environnements, ils sont compliqués, lourds, pas faciles à maintenir et tout. Donc, c'est quand même bien d'essayer de se rapprocher à d'autres endroits, d'autres environnements aussi, quoi. Parce que c'est pas forcément une super solution. Enfin, c'est pas forcément la meilleure solution non plus. Ok, top. Et on a une autre question. On a eu une question de Jérémy qui n'est pas directement en lien avec le refactoring, de ce que je comprends, mais qui parle des tests. Et en fait, il voulait avoir ton avis. Dans quelle mesure le PO ou le PM doit s'impliquer dans la rédaction des tests? Donc, nota bene, je pense qu'on parle vraiment de tests haut niveau fonctionnel, parce qu'il avait vu un avis sur les PO qui devraient écrire des tests, sauf qu'ils ne sont pas censés coder. Ouais. Alors du coup, ok. Alors du coup, faut juste introduire une notion vite fait qui s'appelle la pyramide de test. Pyramide de test. Donc c'est, en gros, c'est un peu j'expliquais tout à l'heure en fait sur ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait qu'en fait il y a différents niveaux et donc c'est un peu ce qu'il y avait derrière la question également. Hop, donc juste, je vais essayer de copier-coller l'image. Ah merde, j'arrive pas à le faire. Bon, je vais vous envoyer l'URL. Mais en gros, bon, ça,
Fowler là-dessus. Mais l'idée, hein, c'est bien de dire effectivement qu'il y a différents niveaux de tests et différents niveaux de couverture et pas le même nombre non plus pas le même nombre en fait de scénarios non plus quoi. Donc en gros, pour faire très simple, donc il y a les tests qui sont bas niveau, qui sont très proches du code, qui sont toujours orientés métier parce qu'en fait, on essaie d'avoir des tests qui soient tirés par les use cases et la valeur qu'on veut délivrer, mais qui restent très proches du code, qui sont faits par les développeurs. Et ça, il y en a beaucoup en fait, parce que bah du coup, c'est des petits tests et comme il y a beaucoup de lignes de code, bah il y a beaucoup de tests. Et ça, les développeurs, enfin ça, typiquement, c'est le boulot des développeurs et le PM a pas, pour moi, le PM a pas forcément à regarder ce qui se fait là-dedans, quoi. C'est possible, mais je pense pas que ça soit hyper utile. Ça, c'est vraiment le premier type de test. Ensuite, on va avoir des tests un peu plus haut niveau, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, tests, en général, bon, on parle de tests fonctionnels, tests d'acceptance. Enfin, il y a différentes manières de le présenter, mais en gros, c'est des tests qui sont un peu plus haut niveau, qui vont correspondre typiquement à une user story ou à voilà, un truc de développement qui met à peu près 5-6 jours à faire, quoi, je dirais. Et donc là, on va essayer d'avoir peut-être 3-4 scénarios pour dire, bah, du coup, ça marche si ça répond à ça, quoi, d'un point de vue fonctionnel. Donc, encore une fois, hein, orienté fonctionnel. Là, il y en a un peu moins, du coup, parce que, bah, en fait, des US, enfin, voilà, c'est 5, on va dire, je sais pas, ouais, 3-4 jours de développement. Donc, en fait, bah, 3-4 scénarios, ça fait un peu moins, quoi. Et donc, ils vont bah, arriver en second rideau après les tests de bas niveau qu'on appelle souvent tests unitaires, quoi. Donc là, c'est dans la pyramide que j'ai envoyé dans le chat, je crois que c'est les tests service aussi. Enfin, c'est comme ça que les appelle Martin Fowler. Mais voilà, en gros, c'est toujours ce niveau intermédiaire, en fait, où les tests sont pas, du coup, les tests sont moins bas niveau, il y en a un peu plus, enfin, il y en a un peu moins, du coup, c'est un peu plus macro, et donc ils sont orientés fonctionnalité, quoi. Et là, pour le coup, c'est le boulot enfin, le PM, justement, a son mot à dire là-dessus, quoi. Parce qu'en fait, souvent, le PM, c'est quand même lui qui va rédiger les critères d'acceptation. Donc, les critères d'acceptation, c'est ce qui va correspondre à la fin à mes scénarios. Et en plus, du coup, bah, de plus en plus, on a des approches, donc type BDD, Behavior Driven Development, où en fait, du coup, bah, le PO va discuter, enfin le POPM va discuter avec les développeurs et en gros, les spécifications, ça va prendre la forme de scénarios de test. Et donc, en gros, en fait, donc j'ai mes scénarios donc de deuxième niveau, les scénarios de test de deuxième niveau fonctionner un peu plus macro. Et en fait, ils vont me permettre de valider du coup le code plus bas niveau qui lui-même aura été validé par les tests unitaires, quoi. Donc voilà, donc pour moi le PO typiquement c'est son rôle là-dessus. Maintenant il y a des applications en plus qui permettent d'automatiser assez facilement la rédaction de ce genre de scénario. Donc ça c'est très pratique. Et du coup il y a le dernier niveau tout en haut qui est on va dire niveau UI où là vraiment on va peut-être tester des éléments d'interface. Et là on peut le faire en manière automatique ou pas, ça dépend. Ce qu'on dit en général, c'est que c'est moins important pour les tests UI qu'ils soient automatiques parce qu'ils sont plus faciles à casser, parce que l'UI change beaucoup plus en général que le fonctionnement métier, quoi. Voilà, c'était un peu pour les ça. Donc en gros, ouais, donc je résume du coup, hein, désolé. Hein, donc il y a 3 niveaux. Donc premier niveau, test unitaire, c'est les tests de bas niveau. Le PM, en fait, pour moi, il a pas regardé ça. Test deuxième niveau fonctionnel d'acceptation, voilà. Non-régression également, on trouve. Là, pour moi, le PM, c'est un peu son rôle, effectivement, de gérer ces trucs-là. Donc, à minima, de bien définir les scénarios, voire même de commencer à les rédiger, même si derrière, c'est pas lui, enfin, voilà, même si derrière, c'est pas lui qui écrit le code. Et puis après, 3 tests de troisième niveau, tests plus voilà, UI, donc là, qui vont être des trucs un peu exploratoires avec l'utilisateur potentiellement. Et là, du coup, on peut le faire en automatique ou pas. On peut en faire une partie automatique en tout cas, mais par contre c'est moins important, je dirais, que ce soit des tests automatiques à ce niveau-là. Ok, super intéressant. Et du coup, oui, donc Jérémy m'a dit que tu avais un peu répondu à sa question quand tu as répondu à la question des scénarios. Donc, en soi, c'était que du plus. Donc, toujours intéressant à apprendre et à écouter. Et enfin, pour finir, sur les 5 dernières petites minutes qui nous restent, je pense que c'est peut-être bon de remettre un peu en tête les bonnes pratiques qu'on peut trouver pour les PM pour un peu comprendre et être sensibilisé au réfacto. Est-ce que tu en as à partager, des bonnes pratiques? Ouais. Alors du coup, je pense, enfin, ça va vraiment être autour de un peu se documenter, se former sur le sujet. Et je dirais, il y a vraiment toujours 2 manières assez classiques hein, de se former, de progresser sur un sujet, la théorie et la pratique, évidemment. Bon, voilà, on n'a rien inventé là, mais en gros, je pense que du coup, faut un peu essayer d'aller voir de ces 2 côtés-là pour le PM, pour un peu monter en compétence, progresser là-dessus. Alors, en termes de pratique, en fait, il y a plein de choses qui peuvent se faire de manière assez simple pour progresser sur le sujet. Je pense faut vraiment aller voir les développeurs, discuter avec eux, euh, leur demander d'expliquer un petit peu c'est quoi pour le refacto, comment ça se matérialise, est-ce qu'ils ont des exemples, voilà, est-ce que par exemple ils peuvent vous montrer comment eux ils feraient du coup
comment ils feraient du coup sur leur code à eux pour le refactorer, le rendre de meilleure qualité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. C'est important du coup d'aller en parler avec eux, de faire l'effort en fait, de pas se dire voilà non mais je vais pas me mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de me focaliser sur la stratégie, la valeur et tout, aller briller auprès des stakeholders. Non, je pense qu'il faut vraiment aller voir pour progresser. En tout cas, ça va être hyper utile. Il va aussi falloir, je pense, c'est un peu le deuxième aspect. Donc, au-delà vraiment de cette relation avec les développeurs, je pense que le deuxième aspect, c'est vraiment essayer de remettre en perspective ces pratiques techniques en se disant qu'est-ce que ça apporte à la fin du produit. Parce qu'en fait, en gros, c'est quand même ça. Enfin, pour moi, le rôle du PM, c'est encore une fois un produit de qualité. Donc, en fait, les pratiques techniques, à un moment, elles permettent de stimuler ce niveau de qualité. Et donc, ça veut dire que lui, enfin, voilà, faut vraiment avoir ce réflexe-là, quoi, se poser la question de, OK, là, on a pris telle décision fonctionnelle. Est-ce que c'est la meilleure? Est-ce qu'on n'est pas en train de générer de la dette? Est-ce que si on en génère, c'est grave ou pas? Et du coup, vraiment avoir ce réflexe-là, d'avoir cet état d'esprit, ce questionnement un peu tout le temps, quoi. Voilà, c'est le deuxième truc. Puis après, je pense que le troisième truc, c'est vraiment sur ces produits, être bien vigilant, quoi. Du coup, être bien vigilant, essayer de manière ou d'une autre d'avoir une bonne qualité technique, se poser ces questions de quand est-ce qu'on peut faire du refactoring, même si c'est pas directement la responsabilité du PM, en fait, de se demander est-ce que justement je mets pas trop la pression aux équipes pour faire du fonctionnel au détriment de la qualité du code derrière ou de la conception technique, quoi. Donc ça, je dirais, c'est vraiment la partie pratique. Donc ouais, pratique petit 1, parler avec les développeurs, petit 2, essayer d'intégrer ça en réflexe, état d'esprit, et petit 3, en fait, juste l'appliquer beaucoup à son produit, en fait, sur voilà à quel niveau des techniques, est-ce que c'est grave ou pas, quoi. En termes de théorie, il y a pas mal de contenu, en fait, pas mal de choses là-dessus. Alors, je pense que le refactoring, c'est peut-être pas forcément le plus facile comme point d'entrée. Moi, je conseillerais du coup probablement de rentrer d'abord par les sujets DevOps, puisqu'en fait, en gros, le refactoring, ça va souvent être une manière aussi de permettre de faire du DevOps, c'est-à-dire de livrer souvent en production et donc d'avoir des développements très très incrémentaux. Donc je pense que en tout cas, c'est un sujet qui est très très complémentaire et aussi très très important pour les PM. Donc et qui est peut-être un peu moins dur d'accès, parce qu'en fait, en gros le DevOps, quand on le résume, c'est en fait agiliser, mais pas juste jusqu'aux équipes de dev, mais aller plus loin jusqu'aux équipes de production. Et du coup, en fait, voilà, avoir vraiment toute une chaîne de production pour développer de manière très incrémentale. Donc, je pense que commencer par le DevOps, c'est intéressant. Deuxièmement, du coup, il y a plein de ressources sur le sujet. Je pense que tout ce qui est autour de l'outil de Martin Fowler, il est très intéressant en fait, et il y a plein de choses vraiment puissantes là-dessus. Et c'est quelqu'un qui vulgarise très bien ces sujets-là. Donc c'est très, je pense, que c'est très précieux. Et enfin voilà, faut pas hésiter à les voir. Et puis après, en gros, je veux dire, le troisième truc à faire, si vraiment ça vous passionne beaucoup, vous aimez beaucoup ça, je pense, dans ce cas-là, faut commencer un petit peu à essayer de faire de l'orienté objet, de bien, enfin, comprendre, je sais pas, comment ça fonctionne du Java ou du C Sharp, quoi. Et derrière, ensuite, vous pouvez vous attaquer à des bouquins un peu plus costauds là-dessus, du genre, ouais, refactoring typiquement, mais qui est très, voilà, refactoring ou des bouquins peut-être un peu moins, peut-être des bouquins de conception applicative ou d'architecture, genre sur le domaine driven design typiquement. Voilà, mais ouais, refactoring typiquement le livre de Martin Fowler, en fait c'est très très appliqué pour un développeur qui veut améliorer son code. Et donc en fait il y a des trucs vraiment, ça va être genre voilà, extrait tel composant de la fonction pour le mettre dans une autre fonction. Enfin, c'est des trucs très très appliqués, et pour le coup un PM ça lui servira vraiment pas à grand chose dans le quotidien, dans ce quotidien. Ok, top. C'était parfait. C'était super intéressant. Et d'ailleurs, vous retrouverez toutes les infos, les ressources et les 3 bonnes pratiques d'action dans l'email de récap que vous allez recevoir après cet événement. Et merci pour cet échange, Victor. Avant de conclure, on aime bien chez Maestro faire des rôtis pour un peu voir à quel niveau vous avez appris aujourd'hui. Donc 1, c'est vraiment, vous n'avez pas appris grand-chose. Et 5, c'est vous avez appris plein de choses sur le refactoring et ça vous a été super utile. Donc 6, merci Antoine. 4, 5, il y a quand même pas mal de 5. Ah oui, une pluie de 5 et des 4. Ça va, c'est pas mal. Moi, c'était beaucoup de 9 de la part de Stéphane, mais super. Et du coup, merci Victor d'avoir fait ce premier Maestrix avec moi. C'était super intéressant. Et j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient plein de petites questions un peu plus axées LinkedIn ou autres à te poser. Mais du coup, je pense qu'ils peuvent ne pas hésiter à te contacter directement sur LinkedIn pour te les poser. Oui, ouais, ouais. N'hésitez pas à me contacter direct sur LinkedIn, vous m'envoyez un message, vous me dites, voilà, on était au Maestrix, comme ça, je sais directement, voilà, vous savez bien, donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'écris beaucoup dessus, j'écris 2 fois par jour des posts sur ce sujet, pas toujours sur ce sujet, mais en général sur des sujets liés, donc n'hésitez pas aussi. Vous allez faire, voilà,
y a pas mal de contenu, c'est intéressant aussi. Et puis du coup, bah moi, merci. Je voulais vraiment vous remercier du coup côté Johnny Maestro pour l'invitation. C'était super sympa. Merci. C'est un beau sujet, c'était intéressant. Merci Shana beaucoup pour l'animation. Et du coup, bah merci aussi à tous les participants pour vos questions. C'est super riche toujours d'échanger comme ça. C'était super. Donc merci beaucoup pour votre participation. Merci. Et bien, du coup, bah, bon appétit et à la prochaine dans un nouveau Nice Tricks. Salut!